Bonsoir à tous, que vous soyez en salle avec nous à l'École nationale des chartes ou en ligne sur notre chaîne. Bienvenue pour cette nouvelle conférence donc dans le cadre du bicentenaire de l'École nationale des chartes où nous avons la chance et l'honneur d'accueillir donc Christian Malvy. Christian Malvy, qui est archiviste paléographe de la promotion 1978, qui a été successivement conservateur à la Bibliothèque nationale de France, puis maître de conférences et professeur à l'Université de Montpellier, et dont les travaux portent sur l'histoire de France, l'histoire du roman national dont il va nous parler aujourd'hui, mais ses travaux s'étendent aussi à l'histoire du Midi et plus récemment à l'histoire de la Normandie, donc avec un ouvrage qu'il vient de diriger avec d'autres confrères chartistes. Il est aussi membre permanent du CTHS. Je lui souhaite bonne conférence et je lui laisse la parole pour nous parler des chartistes et du roman national. Chers confrères, à vous la parole. Merci beaucoup, chers collègues. Avant de commencer, j'aimerais donc faire deux petits points de préalable. Le premier, ce serait de rendre hommage à notre confrère, notre collègue Benoît Van Rett, qui nous a quittés il y a quelques mois, que je connaissais bien, et sa disparition m'a profondément affecté. Je ne suis pas le seul, d'après ce que j'ai entendu comme écho. Donc j'aimerais placer en quelque sorte cette conférence en hommage à sa mémoire. La deuxième point d'introduction, et mon collègue vient d'y faire allusion, c'est la sortie. Vous ne trouverez pas encore, vous le trouverez que le 15 septembre en librairie à cause des embouteillages dus à l'épidémie. C'est un livre qui s'appelle Mémoire normande pour une autre histoire de Normandie, avec une préface de Pierre Nora, ce qui est un grand honneur pour nous. Et si j'insiste sur cette présentation que vous pouvez consulter ici sur place, et je le montre aussi pour ceux qui sont connectés mais qui ne sont pas ici, c'est parce que 4 chartistes sont présents dans ce livre. Bon, il y a donc une marque, une empreinte chartiste, et il me semblait qu'au moment où nous fêtons le bicentenaire de l'école, c'était une occasion de le rappeler. L'école des chartes continue, elle est bien vivante. Il y a donc parmi ces 4, Elisabeth Laloux, qui est professeure émérite d'histoire médiévale à l'Université de Rouen. Il y a Laurent Avezou, qui est très actif comme professeur d'histoire médiévale et moderne en classe préparatoire au lycée Pierre de Fermat à Toulouse, la même où j'ai préparé le concours de l'école des chartes il y a bien longtemps. Et également Bernard Vouillot, mon ami Bernard Vouillot, qui appartient à la même promotion que moi, celle de 1978. Il n'a pas rédigé de texte dans ce livre, mais en tant que directeur de la bibliothèque interuniversitaire de Caen pendant des années, il a été un précieux conseiller pour m'éviter quelques gaffes, quelques erreurs, et pour me suggérer quelques pistes qui ont été très positives. Voilà, donc, et puis moi-même, comme également, je suis co-directeur avec mes amis Odile Parcy-Barubé, qui a été longtemps enseignante à Lille 3, l'université Lille 3 Charles de Gaulle, et François Guillet, qui enseigne en classe préparatoire au lycée La Canale de Sceaux. Voilà, donc ceux qui veulent y jeter un coup d'œil, vous pouvez bien sûr le faire. Et j'en viens tout de suite donc à la conférence L'École nationale des chartes et le roman national. Alors, cette conférence, est-ce qu'elle est légitime ? Certains de mes petits camarades m'ont fait remarquer en riant que c'est un sujet qui, à la limite, n'existe pas, ou plutôt qu'on va pouvoir expédier en 5 minutes en disant qu'entre chartistes et universitaires romantiques, je pense à Michelet, je pense à Henri Martin, c'était en quelque sorte une affaire entre chat et chien, ou je t'aime moi non plus. C'est-à-dire que d'un côté, on a des universitaires qui évoquent l'histoire de France de manière grandiose, de manière comme une sorte de vision d'entité éternelle et quasiment intemporelle, un récit mythologique, héroïque, qui débute avec nos ancêtres les Gaulois. Bon, vous savez tous que c'est une imposture, évidemment. L'histoire de France ne commence pas avec nos ancêtres les Gaulois. Georges Duby, avec beaucoup de précautions, dans son grande histoire de France publiée en 1972, disait que pour lui, l'histoire de France commençait avec les Capétiens, c'est-à-dire à la fin de l'an 1000, et encore avec beaucoup de précautions. Bon. Mais dans cette histoire du roman national, il y a donc une vision intemporelle qui se commence avec la reddition de Vercingétorix à Alésia et qui s'achèverait provisoirement à l'époque romantique avec le retour des cendres de Napoléon en décembre 1840. Donc comment trouver un élément commun, des termes communs entre cette vision grandiose, cette résurrection intégrale du passé, comme disait Michelet lui-même dans l'introduction à l'histoire de France de 1869, et une école des chartes qui est en général très respectueuse de la chronologie,
qui établit une histoire assez froide, qui s'efforce justement de ne pas être, disons, marqué par toute la dimension affective de l'histoire romantique. Comment pouvoir trouver un terrain d'entente commun? Et certains me disaient, une fois que tu auras constaté ce désaccord, tu pourras en conclure qu'il y a un procès-verbal de carence et t'arrêter là. Bon, et c'est peut-être ce que tu souhaites. Bon. Mais vous savez aussi, comme moi, que l'histoire est plus complexe qu'on ne le dit, et que la manière d'écrire l'histoire, on m'a dit que j'étais un spécialiste de l'écriture de l'histoire, c'est vrai, et j'ai souvent constaté que la manière d'écrire l'histoire, la mise en scène de l'histoire, était souvent infiniment plus complexe qu'on ne le pensait. Et donc, à vrai dire, quand j'ai bien regardé ce dossier, sous toutes ses faces, il m'a semblé qu'en effet, on pouvait commencer par ce débat, ce bras de fer entre chartistes, érudits chartistes et universitaires romantiques, qui s'est prolongé jusqu'au XXe siècle, mais que, en même temps, et ne voyez, je vous prie, aucune dimension politique dans ce en même temps que j'évoque, eh bien, on pouvait trouver aussi qu'il y a des chartistes, et non des moindres, qui ont enrichi ce roman national. Donc il y a déjà une deuxième partie qui se profile. Et puis, ces chartistes, parfois les mêmes, parfois d'autres, n'ont pas simplement contribué à enrichir par leurs textes, par leurs publications adressées au grand public, et pas seulement à des érudits, ce roman national, mais qui l'ont tout simplement enrichi par leur propre attitude, par leur attitude exemplaire au moment de l'affaire Dreyfus, où l'école des Chartes a été totalement déchirée, vous le savez. Et encore plus, pendant la Seconde Guerre mondiale, où là encore, il y a eu parmi les chartistes des maréchalistes, des pétainistes, des collabos, et aussi des résistants qui sont allés jusqu'au bout et qui ont donc contribué par leur attitude à être des héros. Donc 3 parties qui se succèdent. La première, un inventaire non exhaustif de ce bras de fer entre érudits et universitaires. Une seconde partie où nous pencherons sur ces chartistes qui ont contribué à enrichir le roman national. Enfin, une dernière partie sur l'attitude de ceux qui se sont bien comportés et qui méritent de figurer dans la phalange des héros du roman national. Premier point donc entre l'école des Chartes et les universitaires, un long bras de fer. Je verrai 3 exemples de cet antagonisme à travers 3 exemples successifs. Tout d'abord, une élection au Collège de France en 1838. Ensuite, l'essor d'une revue savante qui a croisé le fer avec d'autres revues pendant une période assez longue, pendant 3/4 de siècle environ. Enfin, une interprétation, je dirais, concrète sur le terrain, vous l'avez vu dans la fiche qui a été conçue pour la conférence, autour d'Étienne Marcel, de la Révolution d'Étienne Marcel et de ses interprétations, disons, très largement anachroniques. Premier point, comme sur un ring de boxe, vont s'affronter en janvier 1838 Jules Michelet, qui est déjà conservateur aux Archives nationales, conservateur de la section ancienne, et déjà très connu pour ses volumes sur l'histoire de France, Monsieur Symbole pour les étudiants du quartier latin, qui va succéder, qui est candidat pour la succession de Jean-Antoine Le Trône, un très grand érudit qui était sur la chaire d'histoire et de morale, et qui est candidat, qui est nommé à la chaire d'archéologie, donc libérant un poste. Et le challenger de Jules Michelet, c'est tout simplement Benjamin Guérard, qui est un chartiste réputé lui aussi, professeur de diplomatique à l'école des Chartes, et que nous connaissons encore aujourd'hui comme l'éditeur du polyptyque d'Irminon, cet inventaire extraordinaire des domaines de l'abbaye de Saint-Denis à l'époque carolingienne. Et donc on peut dire que cette élection, cet affrontement entre un grand universitaire réputé, un des grands de la génération romantique de 1830, avec Augustin Thierry, avec François Guizot, avec Lamartine, avec Stendhal, avec Balzac, et donc un chartiste lui aussi réputé dans son domaine. Et Paul Vialanet, parlant, et historien, vous le savez, biographe de Jules Michelet, biographe inspiré, parle de Benjamin Guérard comme un représentant de l'érudition pure. Et donc, c'est Benjamin Guérard qui est battu, c'est Michelet qui est élu, et on peut dire que donc c'est le roman national qui en quelque sorte l'emporte, puisqu'il va transformer sa chaire d'histoire et de morale du Collège de France en une tribune politique attaquant les jésuites, etc. Donc, premier round qui se termine par la victoire de Michelet, celui qui est le promoteur en quelque sorte de la résurrection intégrale du passé face à un érudit pur de l'école des Chartes. Deuxième affrontement,
lui aussi symbolique et beaucoup plus vaste, collectif cette fois-ci. C'est l'affrontement entre une revue, la revue des questions historiques, et d'autres revues savantes, la revue critique des livres et de littérature, et surtout la revue historique fondée par Gabriel Monod en 1876. Mon maître et ami Charles-Olivier Carbonel, à qui j'ai succédé à l'université de Paul Valéry de Montpellier, dans sa thèse sur Histoire et historien, fait remarquer, non sans raison, que quand on parle des revues savantes du XIXe siècle, on oublie toujours la revue des questions historiques. On parle toujours de la revue critique, on parle toujours de la revue historique, qui existe toujours d'ailleurs, mais on ne parle jamais de la revue des questions historiques. Et pourtant, elle a joué un rôle très important. Elle a été fondée en 1866 par Gaston Dufresne de Beaucourt, qui est un auditeur libre de l'école des Chartes, et par un autre chartiste qui, lui, est professeur de diplomatique à l'école des Chartes, Louis de Masse-Latry. Et elle va durer, comme cette revue, jusqu'en 1939. Donc faites le compte, ça ne fait pas tout à fait un siècle, mais quand même, ça fait 3/4 de siècle. Et c'est vrai qu'elle est l'antithèse absolue de ce qu'est la revue historique. Les deux revues se relèvent de la même ambition érudite. Fonder une histoire qui soit une histoire savante, fondée sur le dépouillement critique des documents. Mais même si la méthode est la même, les interprétations que l'on tire du passé sont diamétralement opposées. Et là, je laisse la parole à Charles-Olivier Carbonel. La revue des questions historiques fonctionne comme, dit-il, une sorte de tribunal, jugeant en appel contre la sévérité manifestée en première instance par des historiens dont le sectarisme s'était jusqu'alors camouflé derrière les séductions de la raison raisonnante. Ces articles dénoncent à longueur de page les erreurs, mensonges et falsifications de l'historiographie universitaire au nom d'une conception réactionnaire qui entend réconcilier science et foi, connaissance rationnelle et révélation, et doit beaucoup aux théories providentialistes de Bossuet. Pour Charles-Olivier Carbonel, en fait, bien plus que catholique, l'école qui gravite autour de la revue des questions historiques est ultramontaine, bien plus que providentielle, cléricale, bien plus que scientifique, partisane, et bien plus que royaliste, nationaliste et légitimiste. Une de ses têtes de turc favorites, c'est Henri Martin. C'est vrai qu'Henri Martin a tendance à considérer que tout dans l'histoire de France vient des origines celtiques et juge l'histoire à ce critère quasiment unique. Donc, cette revue des questions historiques, elle est peuplée, effectivement, de chartistes, face à une revue historique qui, elle, est peuplée d'universitaires, principalement, mais pas que. Troisième point d'affrontement, un exemple concret, la Révolution d'Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, au XIVe siècle. De 1830 à 1914, la plupart des universitaires républicains, Michelet, Henri Martin, leurs héritiers, vont tenter de légitimer la Révolution de 1789 en recherchant dans le passé ce que François Furet appelait des étapes, des étapes qui annoncent un avènement. Et la Révolution du XIVe siècle leur semble une étape de choix. Et vous savez que le prévôt des marchands de Paris était en quelque sorte l'équivalent du maire de Paris, qui était l'interlocuteur principal pour les questions d'administration de la ville de Paris, qui était déjà gigantesque, je ne sais plus, 200 000 habitants peut-être à l'époque. Donc pour tout ce qui concernait l'administration concrète, quotidienne, c'était le représentant des marchands de Paris avec le roi. Et donc dans cette révolution, eh bien, on va projeter sur cette révolution Étienne Marcel les grandes phases de la Révolution française. Et chez ces universitaires romantiques, on va tantôt présenter Étienne Marcel, tantôt comme un Danton, voire comme un Robespierre du XIVe siècle. Et comme vous le savez, Étienne Marcel a été assassiné dans la nuit du 31 juillet 1358, au moment où, il semble-t-il, il allait ouvrir les portes de Paris à Charles Mauvais, roi de Navarre, ami des Anglais, et que Robespierre est tombé le 27-28 juillet 1794, eh bien, on va en conclure que l'épisode du XIVe siècle est une sorte de nef thermidor médiéval. Et il y a toute une série en quelque sorte de parallèles entre la Révolution française, le bonnet phrygien déposé sur la tête de Louis XVI, le chaperon du dauphin pris par Étienne Marcel et mis sur sa propre tête, etc. Donc nous serions en quelque sorte à l'heure de l'histoire, à l'horloge de l'histoire, à l'échelle de l'histoire de France. Étienne Marcel aurait voulu accélérer la course du temps et voulu faire sonner cette horloge de l'histoire. Eh bien, il aurait voulu faire sonner l'année 1793, voire l'année 1794, en 1358.
Bien entendu, les chartistes, lorsqu'ils vont examiner les textes écrits par ces universitaires, vont évidemment donner un autre son de cloche et accueillir ces interprétations avec un œil particulièrement critique, pour ne pas dire plus, de manière cinglante. Dès 1860, le futur créateur de la Revue des questions historiques, le marquis Dufresne de Beaucourt, va éreinter avec jubilation l'ouvrage de François-Thomy Pérens. Il est né en 1822, il est mort en 1901, c'est un Normalien, disciple d'Augustin Thierry, spécialiste reconnu des républiques italiennes, et qui a publié un livre au titre très ambitieux, Étienne Marcel et le gouvernement de la bourgeoisie du XIVe siècle. Et Dufresne de Beaucourt va souligner notamment deux faiblesses de l'ouvrage, je cite, « Là où le silence des chroniqueurs, l'absence des textes laisse dans l'ombre certains faits, il remplit la lacune par des conjectures où l'imagination a plus de place que la raison. D'autre part, il est toujours sous le coup d'une ardente préoccupation, appliquer au passé les idées modernes et prêter aux réformateurs de 1356 les maximes du régime constitutionnel. » Et notre censeur de relever ironiquement la preuve de cette histoire imaginaire, fantasmée, dans la description d'une scène fameuse des États généraux d'octobre 1356. Je cite, « Il peint d'un trait hardi le sire de Hengeste, entrant au nom du dauphin dans la salle des États pour leur signifier l'ordre de se disperser, et se retirant en toute hâte pour ne point entendre les récriminations des mécontents et n'avoir point à y répondre. Ne vous semble-t-il pas assister à la fameuse scène du marquis de Brézé du 23 juin 1789 et ne croyez-vous pas voir se lever quelques Mirabeau du temps, Charles Toussac par exemple, pour foudroyer d'une éloquente apostrophe le téméraire agent des volontés du dauphin. Plus loin, il récuse les notions de salut public et de souveraineté du peuple plaquées par Perrin sur le XIVe siècle. Que font ici les idées modernes? Vous rappelez-vous ces historiens du temps de Louis XIV qui transportaient à la cour des rois francs les usages, les cérémonies et jusqu'à l'étiquette de Versailles. M. Perrin fait quelque chose d'analogue. Après la victoire des Républicains en 1880, la République de Gambetta, de Jules Ferry, entre autres, eh bien, loin d'apaiser les controverses, cette victoire des Républicains ne fait que la renforcer. Et vous savez que le 13 juillet 1888, pour bien montrer donc en avance, un an et un jour avant la célébration du premier centenaire de 1789, eh bien, on va inaugurer, plus exactement la municipalité parisienne, qui est plus à gauche que le gouvernement de Jules Ferry, va inaugurer dans le jardin d'hôtel de ville, qui a été reconstruit après l'incendie de la commune, une statue équestre du prévôt des marchands de Paris, qui est toujours en place, que vous pouvez voir depuis l'extérieur, qui identifie Étienne Marcel à un tribun démocratique, qui est en quelque sorte un Mirabeau, un Danton, un Robespierre médiéval. Et c'est dans ce contexte qu'on va voir on assiste à un deuxième bras de fer entre deux éminents savants, Jules Tessier, professeur d'histoire médiévale à la faculté des lettres de Caen, normalien d'origine, et Noël Valois, un chartiste très connu comme conservateur aux archives nationales et brillant érudit. Tous deux, je répète, revendiquent les mêmes méthodes exigeantes de critique des sources, mais appliquées à l'épisode révolutionnaire du XIVe siècle, ils en tirent des interprétations qui sont diamétralement opposées. L'affaire commence en avril 1886, au congrès des sociétés savantes tenu à la Sorbonne. Jules Tessier annonce qu'il est en train de remettre radicalement en cause la version de la mort d'Étienne Marcel. D'après lui, Étienne Marcel n'a pas été assassiné de nuit et en plein jour, et ce n'est pas parce qu'il voulait ouvrir les portes de Paris au traître Charles le Mauvais, ami des Anglais, mais il aurait été assassiné 2 jours par les partisans du dauphin et qui auraient camouflé ce meurtre, en quelque sorte, en accusant le prévôt de vouloir livrer Paris à ses ennemis. Et il dit que Étienne Marcel a donc été assassiné 2 fois, physiquement le 31 juillet 1358, moralement par les grandes chroniques de Saint-Denis, les grandes chroniques de France, qui auraient calomnié et terni sa mémoire. Et il se présente comme l'avocat de la mémoire ternie du grand tribun. Il veut défendre l'honneur perdu d'Étienne Marcel, martyr en quelque sorte de la cause de la démocratie. Je cite Jules Tessier, pardon. « De sa prétendue trahison, je cherche en vain les preuves, les traces, je ne les vois nulle part. Partout, je ne trouve qu'invraisemblances et contradictions. Et les documents les plus récemment mis au jour, qui devaient, dit-on, achever le traître,
ne saurait tourner au contraire qu'à sa complète, à son éclatante justification. Je crois avoir prouvé que le prétendu traître n'a été en réalité qu'une victime et que ceux qui l'avaient tué l'ont odieusement calomnié. Voilà plus de 500 ans que l'accusation pesait sur sa mémoire. Il est temps que justice lui soit enfin rendue et que la légende fasse place à l'histoire. Il va rassembler ses articles dans une sorte d'opuscule dont Noël Valois rend compte, et d'une plume cinglante, dans la bibliothèque de l'École des Chartes. Je le cite. « Tous les historiens avaient fait fausse route, paraît-il, en racontant la mort d'Étienne Marcel. Le fameux prévôt des marchands ne se disposait pas, le jour où il fut tué, à livrer les portes de Paris à Charles le Mauvais. Ce crime le plus grave de ceux qui lui ont été reprochés n'est qu'une calomnie odieuse, trop longtemps reproduite par les écrivains, même les plus favorables à Marcel. M. Tessier a changé tout cela. Suivant lui, cet incident des clés enlevées, des gardiens congédiés, des altercations qui s'en suivirent sont des contes à dormir debout, imaginés par le régent, puis débités sous une autre forme par le chroniqueur officiel pour déshonorer Marcel. Puis Noël Valois, s'appuyant sur une réduction sans faille, une argumentation serrée, éreinte la défense de Tessier et conclut. Qui donc conteste la trahison du prévôt des marchands? Monsieur Tessier, lui seul. Malgré le talent qu'il met au service de cette cause, son opinion ne nous semble pas devoir contrebalancer le témoignage unanime des chroniqueurs du XIVe siècle. Que l'on joigne à ces quelques remarques les nombreux éclaircissements que M. Siméon Luce a donnés dans ses divers ouvrages. Siméon Luce, autre érudit chartiste de grand talent. Et l'on demeurera convaincu qu'il ne reste rien, ou bien peu de choses, de la thèse de M. Tessier. Cette œuvre témoigne de la puissance de son imagination et sa connaissance par trop sommaire des sources de notre histoire. En avril 87, Jules Tessier réplique sur le même ton hargneux à Noël Valois et déplace la polémique. Il accuse Noël Valois d'avoir réfuté son argumentation, non pas parce qu'elle est scientifiquement erronée, mais parce qu'elle émane d'un universitaire a priori suspect pour tout érudit de l'École des Chartes. M. Valois est dur à ceux qui n'ont pas eu la bonne fortune d'appréhender l'histoire à la maison de la rue des Francs-Bourgeois, où était autrefois l'École des Chartes. Je connais pourtant des chartistes trop rares, il est vrai, convaincus que l'École des Chartes et l'université sont faites pour s'entendre, pour s'inspirer une mutuelle sympathie, une mutuelle estime. M. Valois n'est pas de cela. Je le regrette pour lui beaucoup plus que pour moi. S'il voulait m'en croire, il laisserait là, vis-à-vis de ses confrères en histoire, ces mines hautaines, ces airs de supériorité ou de pitié dédaigneuse, qui ne conviennent point à un vrai maître de la science et qui pourraient le faire confondre, bien à tort, avec ces jeunes frais échappés de l'école à qui l'outrecuidance tient lieu d'esprit et le dédain d'autrui et de mérite personnel. La réponse de Noël Valois ne se fit pas attendre. Mon crime en 2 mots, le voici. Chargé par le comité de rédaction de la bibliothèque de l'École des Chartes d'examiner une brochure intitulée « La mort d'Étienne Marcel », je me suis permis de contrôler les assertions de l'honorable auteur, M. Tessier. L'épreuve n'a pas été heureuse. Je l'ai cru. Du moins, et qui pisait, je l'ai écrit. M. Tessier a trouvé ce procédé mauvais. Jules Tessier s'en prend donc à l'École des Chartes, la maison de la rue des Francs-Bourgeois, et confondant modestement sa cause avec celle de l'université, il me reproche mon animosité envers une institution pour laquelle je professe au contraire un singulier respect. Un habile rhéteur pourra encore développer sur ce même thème des considérations spécieuses. Mais un historien qui envisage toutes les phases de la question, qui pèse en même balance les témoignages pour et contre, qui fait taire ses sympathies et qui tient en bride son imagination, reconnaîtra toujours que dans la vie d'Étienne Marcel, la dernière page est de celle qu'il importe le plus de voiler, et cela dans l'intérêt même de la mémoire du prévôt. Jules Tessier refusa de répondre et la querelle en resta là, du moins pour le moment. Et elle va ressurgir, mais beaucoup plus tard, dans les années 1970, et cette fois-ci réanimée par des chartistes eux-mêmes, mais chartistes universitaires. Et notamment par Robert Fossier qui a été un très grand professeur d'histoire sociale que j'ai eu comme professeur à l'école, qui était professeur à la fois à l'École des Chartes et à la Sorbonne, et qui a publié en 1970 chez Armand Collin, dans la collection U, une histoire sociale de l'Occident médiéval qui a toujours fait autorité, que j'ai toujours dans ma bibliothèque. Et il va, lui qui est un homme de gauche, qui se professe ainsi, qui se revendique ainsi, eh bien, va déboulonner avec sarcasme la thèse démocratique d'Étienne Marcel. Voici ce qu'il écrit dans la conclusion de son livre. Depuis plus de 100 ans, la bourgeoisie européenne propage l'illusion des communes démocratiques opposées au conservatisme de la noblesse et de la campagne.
La légende est tenace, qui voit en Rienzo à Rome, Marcel à Paris, Artevelde à Gand, Henri de Dinan à Liège, voire Heuss à Prague ou Comte de Médicis à Florence, les champions du libéralisme dressés contre les féodaux. Pourtant, il est aisé de constater que seuls les intérêts de leur ville en face des princes, ou mieux encore de leur classe menacée par un groupe privilégié, les animent, aussi bien dans leurs réformes que dans leurs révoltes. Dans quelques cas même, l'action présumée démocratique de la bourgeoisie a sans conteste renforcé l'autorité centrale. Le plus bel exemple à cet égard se trouve à Paris, dont les soubresauts de 1356 à 1418 ont finalement profité aux Valois. L'État en est reconnaissant à Étienne Marcel. Sa statue est bien là où se dressait la maison aux bourgeois, dans le jardin du préfet de Paris. Point d'exclamation. Dernière touche à cette remise en cause, en 1980, Jean Favier, que vous connaissez bien, a été, quand il était à la fois professeur, il était directeur des archives et professeur d'histoire médiévale à la Sorbonne, dans un ouvrage rigoureux mais destiné au grand public, Histoire de la guerre de 100 ans, va réduire la portée de la révolution parisienne à une affaire de gros sous. Selon lui, le grand bourgeois qu'était Étienne Marcel s'est lancé dans l'activisme politique pour se venger d'avoir été grugé lors du règlement de succession consécutive à la mort de son beau-père. Pierre Des-Essarts, son beau-père Pierre Des-Essarts et son beau-frère Robert de Loris auraient empoché 50 000 pièces d'or qui auraient dû lui revenir. Et Jean Favier en conclut, sarcastiquement, Étienne Marcel avait encore sur le cœur en 1356 les 50 000 pièces d'or, la duplicité du gouvernement royal et la rouerie de sa propre famille. 2 fois dupé par les spéculations financières de l'entourage royal, il n'allait pas passer l'occasion d'une réforme ni celle d'un règlement de compte. Frustré d'une fortune par la bonne société politique, ce grand bourgeois était prêt à lui déclarer la guerre au prix des alliances les plus inattendues. Nous sommes très loin, comme vous pouvez le constater, d'un Danton, voire d'un Robespierre médiéval. Alors, faut-il en conclure donc qu'il y a toujours eu, entre chartistes et universitaires, une guerre permanente, et je rappelle quand même que l'affrontement entre la revue des questions historiques et la revue historique n'est pas totalement un affrontement entre érudits et universitaires, puisque la revue critique des livres et de littérature, dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, a été fondée par Gaston Paris, professeur au Collège de France, et par Paul Meyer, futur directeur de l'École des Chartes, et qui n'ont rien à voir avec l'esprit de la revue des questions historiques. De même que dans la revue historique dirigée et fondée par Gabriel Monod, normalien et grand universitaire, eh bien, un certain nombre de chartistes ont également joué un rôle important, et je pense notamment à Charles Bémont, ami de Gabriel Monod, qui fut pendant plus d'un demi-siècle le secrétaire général de cette revue. Il est donc temps de passer à la deuxième partie et d'examiner la contribution des chartistes au roman national. Et nous allons le voir à partir de, non plus Étienne Marcel cette fois-ci, mais à partir de Jeanne d'Arc. Et là, j'emprunte les conclusions de ma conférence au travail remarquable de mon ami Gerd Krumeich, qui est un chercheur allemand de grand talent, parfaitement maître de l'histoire de France, et qui a écrit une Jeanne d'Arc à travers l'histoire, dont la première édition chez Albin Michel en 1993 fut préfacée par Régine Pernoud, une grande figure de l'École des Chartes, et la seconde par Pierre Nora lui-même chez Belin en 2017. Et il faut donc parler ici de Jules Quicherat, qui a été une grande figure de l'École des Chartes, son buste figure dans l'entrée de l'école, et Jules Quicherat, ami de Michelet, va donc jouer un grand rôle pour faire de Jeanne d'Arc une héroïne de l'histoire de France. Mais une héroïne laïque. De 1841 à 1849, il se fait connaître en publiant, à la demande de la Société de l'Histoire de France, les actes des 2 procès de Jeanne d'Arc, celui de la condamnation de Jeanne et celui de sa réhabilitation. Condamnation en 1431, réhabilitation en 1456. Et en menant donc ce chantier énorme, il a évidemment pris la mesure de l'ensemble de la documentation sur Jeanne. Et il a vu des documents quasiment inconnus ou très peu connus, même des érudits. Et en 1850, il va publier des aperçus nouveaux, où il va pulvériser la théorie catholique qui était alors de mise chez la plupart des membres du clergé, et qu'il estimait que Jeanne avait une mission limitée dans l'espace et dans le temps. Mission restrictive, restreinte à 2 événements, la libération d'Orléans et le sacre du roi à Reims. Alors pourquoi cette mission limitée ? Parce qu'elle permettait de sortir, d'exonérer de toute accusation
d'abord le clergé, accusé à travers l'évêque Cochon d'être responsable de la mort de la sainte, et vous savez comme moi que la libre pensée ne manquait pas de brandir à tout propos l'exemple de Cochon pour attaquer l'Église elle-même, bien entendu. Mais aussi la monarchie, accusée de n'avoir pas levé le petit doigt à travers un Charles VII totalement indolent pour libérer Jeanne, et bien sûr la noblesse qui n'acceptait pas d'être dirigée sur les terrains de bataille par une femme issue de la Lorraine qui ne savait ni A ni B, comme elle le disait elle-même. Donc cette théorie limitée dans l'espace et dans le temps arrangeait bien tout le monde. Si Jeanne avait bien réussi sa mission, tout ce qu'elle avait fait après le sacre du roi à Reims a montré qu'elle avait outrepassé sa mission. L'attaque contre Paris, qui s'était terminée par un fiasco, l'attaque à Beauvais, qui s'était terminée par sa capture, et par le duché de Rouen ensuite. Donc Jeanne, le clergé ne le disait pas explicitement, mais laissait entendre que parce que Jeanne n'avait pas obéi à ses voix, eh bien, était elle-même responsable de sa mort. Mort tragique, mort déplorable, bien sûr, mais dont les principaux responsables du temps n'étaient pas les coupables. Les coupables, c'était bien sûr les Anglais et un prélat qui s'était mis hors de cause, qui s'était mis lui-même hors de l'Église. C'est cette interprétation d'une mission limitée dans l'espace et dans le temps que Quicherat, dans ses aperçus nouveaux, fait exploser. S'appuyant sur des chroniques de l'époque, et notamment la chronique de Perceval de Cagny, proche compagnon de Jeanne, Quicherat démontre que pour tous ses contemporains, la mission de Jeanne, c'était bien de libérer la France de l'occupation anglaise. C'était bien une mission universelle. Et cette mission, elle devait bouter, comme elle le disait elle-même, l'anglais hors de France. Et si elle n'est pas parvenue, c'est parce que Charles VII, roi indolent, n'a pas levé le petit doigt pour la sauver, parce que l'Église, à travers Cochon, n'acceptait pas, évidemment, qu'elle parle directement au ciel, et les réformés ne manquaient pas de souligner que Jeanne était effectivement une sorte d'avancée, une sorte de préfiguration de Luther et de Calvin, et donc le clergé n'appréciait pas cette autonomie s'était octroyée Jeanne, et enfin la noblesse n'acceptait pas non plus de voir cette fille des champs diriger les combats. Donc c'est eux les principaux responsables. Et cette fois-ci, il n'y avait pas de problème. La fameuse théorie de limiter dans l'espace et dans le temps volait en éclats. Alors, les historiens et les érudits chartistes ont été bien embarrassés par cette théorie de Quicherat. Et dans un premier temps, les chartistes de la Revue des questions historiques ont en quelque sorte ergoté, soulignant qu'il fallait distinguer une revue, une mission providentielle et mission circonstancielle. Bon, c'était du jésuitisme à l'état pur. Un grand érudit, Auguste Vallée de Viriville, va publier des centaines de pages sur Charles VII pour montrer qu'il n'est pas du tout ce roi indolent, ce roi fainéant, ce roi paresseux, qu'il a fait tout ce qui était possible, sans convaincre personne. Et celui qui va rétablir la situation, c'est Monseigneur Dupanloup, évêque d'Orléans depuis 1849. Lui, il a compris que cette thèse limitée, il fallait absolument s'en débarrasser. Que Quicherat avait raison, la mission de Jeanne était universelle. Et il est d'autant plus convaincu qu'il faut absolument s'en inspirer que si on ne fait rien, on va assister à une canonisation laïque des libres penseurs de Jeanne d'Arc et qui va mettre en mauvaise posture la position de l'Église. Et donc, Monseigneur Dupanloup, avec son génie qui le caractéristique, va réorienter la mission de Jeanne ad maiorem Dei gloriam. Il va lui conférer un destin christique providentiel. Oui, Jeanne est morte sur le bûcher à Rouen, comme le Christ est mort sur la croix du Golgotha. De même que le Christ a libéré l'humanité du péché originel, Jeanne a en quelque sorte payé volontairement les crimes d'Isabeau de Bavière qui avait signé le honteux traité de Troyes. Quand j'étais gamin encore à l'école, j'apprenais, ça, je crois que ça a disparu depuis, belle lurette, le honteux traité de Troyes. Et Isabeau de Bavière y jouait un rôle peu sympathique, que vous vous en doutez. Et donc, Monseigneur Dupanloup va donc en quelque sorte remettre sur pied la position de l'Église. Dans cette perspective christique, ni le roi, ni la noblesse, ni le clergé ne sont responsables de Jeanne, puisque c'est elle-même qui s'est sacrifiée. Et un chartiste va être en quelque sorte chargé de mettre en musique l'action de Monseigneur Dupanloup. C'est Marius Seppé. En 1869, au moment où Monseigneur Dupanloup va lancer le procès de Jeanne, en se disant que la meilleure façon d'éviter cette canonisation laïque, démocratique, libre penseuse de Jeanne
eh bien, c'est justement de lancer le procès en canonisation. Certes, il sait qu'il n'en verra pas la fin, car l'Église est prudente, elle prend son temps, et ça sera uniquement dans 50 ans, mais il n'empêche que la meilleure façon de couper l'herbe sous le pied de ses adversaires laïcs, c'est effectivement cela. Et Marius Seppé va lancer une biographie de Jeanne d'Arc en 1869, publiée par la bibliothèque, par la maison d'édition MAM à Tours, une des principales maisons d'édition en Europe, avec des formats différents, un format in quarto pour la bourgeoisie, et puis des formats beaucoup plus petits, in 32, in 16, qui s'adressent au peuple, aux bibliothèques populaires, aux bibliothèques confessionnelles, et qu'on peut trouver aussi dans tous les sanctuaires de Jeanne qui se multiplient en Lorraine, mais aussi en Val-de-Loire et bientôt en Normandie. Et donc, à partir de là, les étapes de la canonisation vont se poursuivre lentement. 1894, la thèse où elle est déclarée vénérable, puis 1909, elle est déclarée béatifiée, et enfin le procès en 1920, au lendemain donc de la victoire, Jeanne est déclarée sacrée. Elle est portée sur les autels. Et la biographie de Marius Seppé va donc accompagner tout ce mouvement depuis 1869, les débuts du procès, jusque dans les dernières éditions en 1924, 4 ans après le triomphe de Jeanne sur les autels, qui va soustraire donc en quelque sorte Jeanne aux disciples de Jules Quicherat. Jules Quicherat, auquel Marius Seppé, dans son introduction, rend hommage, mais tout le livre est écrit dans un esprit qui n'a strictement rien à voir avec les aspects nouveaux de 1850. Et du reste, Marius Seppé est un des principaux collaborateurs de la Revue des questions historiques. Je précise que l'édition in quarto est préfacée par Léon Gauthier, qui est un chartiste qui représente à l'École des Chartes le catholicisme social et qui lui aussi représente l'ultramontanisme, tout à fait dans la lignée de la Revue des questions historiques. Un siècle après Marius Seppé, le dossier de Jeanne va être repris par une autre chartiste de grand talent que j'ai eu la chance de rencontrer à la fin de sa vie, qui est Régine Pernoud. Elle était née en 1909 et décédée en 1999. Elle est chrétienne, mais son christianisme n'a rien à voir avec celui de la Revue des questions historiques. Ce qui l'intéresse à travers Jeanne, c'est une façon de réhabiliter le Moyen-Âge, qui, d'après elle, a été maudit par l'école romantique et par ses successeurs. C'est une façon aussi de réhabiliter la femme en Jeanne d'Arc et de montrer qu'au Moyen-Âge, les femmes avaient beaucoup plus d'autonomie et que c'est le Code civil qui les a rendues souvent incapables d'agir dans la société, alors que le Moyen-Âge était beaucoup plus pragmatique et où les femmes pouvaient jouer un rôle beaucoup plus important. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Régine Pernoud, qui est une érudite, a toujours voulu, je la cite, en tant qu'historienne, lancer un défi, transmettre dans un langage simple ce que j'avais découvert par des recherches difficiles. Et ce défi de la vulgarisation, elle l'a accompli. Elle a publié 3 livres pour le grand public qui ont été des succès. 8 mai 1429, La Libération d'Orléans, publié en 1969, chez Gallimard, dans la collection Les 30 journées qui ont fait la France, qui est une collection de grand public. Chez Fayard en 86, avec Véronique Klein, une biographie de Jeanne d'Arc. Et enfin, en 1994, Génon, Jeanne la Pucelle, elle reprend une phrase de Jeanne d'Arc elle-même, dans une autre collection de Gallimard de très grande portée, c'est la collection Découverte, avec une iconographie remarquable. Le roman national, bien sûr, ne concerne pas que des textes d'histoire. Il faudrait y rajouter, bien sûr, les grands textes de la littérature, ceux de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, 93, Les Misérables. Et ils occupent une place centrale avec l'histoire de Michelet. Certes, vous savez comme moi que l'école des Chartes n'est pas une école de littérature, ce n'est pas l'école normale supérieure, mais néanmoins, quelques grandes figures littéraires en sont issues. J'écarterai Mauriac, qui a été reçu à l'école, mais qui n'y est pas resté très longtemps. Mais en revanche, Roger Martin de Dugard a publié sa thèse d'école des Chartes, et il a été aussi l'immense auteur des Thibauts, qui lui ont valu, en 1937, le prix Nobel de littérature. Et Olivier Poncet me faisait remarquer à juste titre, et je voudrais remercier Olivier Poncet de m'avoir sollicité pour cette conférence, me faisait remarquer que Jean Barrois, un récit de 1913, était sans doute une des meilleures études qu'on ait publiées sur l'affaire Dreyfus. Et puis, bien sûr, André Chanson, avec sa femme, ont été 2 chartistes un peu minoritaires, dans une école des Chartes plutôt dominée par des catholiques ultramontains. Ces protestants faisaient évidemment un petit peu figure de minoritaires. Mais il n'empêche que tous les récits de André Chanson sont aussi un hommage aux Camisards et ont réintroduit les Camisards dans le roman national, dans l'esprit de Michelet. Michelet considérait que la révolte des Camisards entre 1702 et 1704
était en quelque sorte la répétition générale de la Révolution française, ce qui n'est pas faux. Mon ami Patrick Cabanel reprend à son tour cette théorie. Et dans La Superbe, eh bien, André Chanson a raconté comment un de ses ancêtres a été obligé de ramer pour le service du roi parce qu'il refusait de se convertir au catholicisme. Je ne citerai pas le texte, je vous renvoie au bloc-notes qui a été publié, réédité récemment dans la collection de bouquins. François Mauriac, le collègue d'André Chanson à l'Académie française, a rendu un bel hommage, lui le catholique convaincu, à son ami André Chanson, dans le Figaro du 29 mars 1967, dans son bloc-notes, publié donc dans la collection bouquins. Et je passe à présent, précisément à cause d'André Chanson, aux chartistes qui s'inscrivent dans le roman national, mais cette fois-ci par leurs actions historiques. Et les travaux que j'ai consultés sont ceux de mon ami chartiste, lui aussi, Bertrand Joly. Vous savez que ses travaux sur le nationalisme français, en général, et ceux sur l'affaire Dreyfus, l'école des chartes pendant l'affaire Dreyfus, sont tout à fait remarquables. Et je suis très sensible au fait que dans le dictionnaire des historiens, que j'ai l'honneur de diriger il y a une vingtaine d'années, il est consacré une très belle notice à Arthur Giry, qui fut, avec Auguste Molinier, avec Paul Meyer, avec Gaston Paris, de ces chartistes qui ont montré de manière absolument certaine que l'auteur du bordereau ne pouvait pas être Alfred Dreyfus, mais était Esterhazy, le commandant Esterhazy, un homme perdu de dette. Ce qui s'est passé, c'est que ces chartistes qui ont dit la vérité ont été traînés dans la boue par certains de leurs collègues. Je pense à Robert de Lasteyrie, chartiste député de la Corrèze et membre de la Ligue de la Patrie française, et je pense aux élèves de l'école des chartes eux-mêmes. Un manifeste des chartistes a été publié le 22 février 1890 dans l'Éclair, avec 55 noms, et les chartistes ont répondu le lendemain, 2 jours plus tard, dans l'Éclair. Voici ce que disait sous le couvert d'anonymat du monument Henri, hommage à ce Henri qui s'était suicidé quand on s'est rendu compte qu'il avait publié de faux documents pour accabler Dreyfus. A. Élève de l'école des chartes en protestant contre les agissements de son directeur, Paul Meyer. Un élève de l'école des chartes auquel Meyer n'est point sympathique. Un élève de l'école des chartes écœuré par la conduite de quelques-uns de ses professeurs. Un élève des chartes qui crache à la figure de Paul Meyer et de ses complices. Parmi les plus remarquables experts chartistes au procès de Rennes, il faut rendre hommage à Arthur Giry, comme l'a fait Bertrand Joly. Malgré la maladie, il intervient à Rennes le 30 août 1899, selon le témoignage de Joseph Reinhardt. Il en revient le spectre de lui-même avec la mort sur le visage et meurt 2 mois après. Arthur Giry s'est totalement investi dans l'affaire Dreyfus, jusqu'à en mourir. Et on peut dire que Bertrand Joly a fait le compte, pour une vingtaine de chartistes ouvertement dreyfusards, on comptait à l'époque plus de 70 chartistes dans le camp anti-dreyfusard. Charles Samaran lui-même, plus de 50 ans après, même 70 ans après, n'en parlait pas, ne voulait pas en parler, tellement il était traumatisé par ce schisme au sein de l'école. En tout cas, une chose me paraît sûre, Arthur Giry et ses confrères, Gaston Paris, Paul Meyer, Auguste-Émile Molinier, Paul Violet, catholiques dreyfusards, ont par leur courage appartenu à cette phalange de dreyfusards, composée de Bernard Lazare, le premier d'entre eux, de Georges Clémenceau, de Jean Jaurès, de Charles Péqui, et bien sûr d'Émile Zola, l'auteur de J'accuse. De cette phalange qui, selon le mot célèbre d'Anatole France, à la mort de Zola, ont incarné un moment de la conscience humaine qui appartient pleinement au roman national. Pendant la nuit de l'occupation, les chartistes sont à nouveau profondément divisés. Parmi les partisans de Vichy, on relève le nom de Lucien Romier, brillant spécialiste des questions économiques. Édouard Herriot lui aurait proposé en 1924 le poste de ministre des Finances qu'il a refusé, mais devenu éminence grise du maréchal Pétain à Vichy. Je pense aussi à René Norbert Sauvage, directeur des archives du Calvados, secrétaire d'un comité d'études régionales normandes, dont la finalité était en quelque sorte, dans la perspective de la Révolution nationale, de restaurer les anciennes provinces supprimées par la Révolution. Et dans la poignée des chartistes engagés en résistance, dès 1940, je voudrais ici rendre hommage à Robert-Henri Bautier, que j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir comme professeur, qui était un professeur exceptionnel. Étudiant à l'époque, il a fait partie de ces courageux étudiants qui, le 11 novembre 1940, manifestent à l'Arc de Triomphe de l'Étoile devant la tombe du soldat inconnu, pour montrer à leurs vainqueurs que la France écrasée au printemps 1940 n'est pas morte. Et je rappelle aussi que d'autres chartistes ont sauvé l'honneur. Michel Deboire, qui fait partie de ce fameux comité mis en place par René Norbert Sauvage,
mais tout en étant secrétaire de ce comité, pendant la nuit, fait d'action de la résistance, qu'il vaudra être dénoncé, torturé par la Gestapo et envoyé à Mauthausen, d'où, heureusement, il pourra revenir en 1945. Je pense aussi, toujours en Normandie, à Marcel Baudot. Marcel Baudot, directeur des archives départementales de l'Eure, qui le jour travaille aux archives et qui la nuit est le chef de l'armée secrète. Et qui en juin 1944, au moment du débarquement anglo-américain, chef des FFI de l'Eure, reçoit de Charles Samaran des ordres de mission pour aller inspecter les archives communales. Muni de ces ordres de mission, il va inspecter non pas les archives communales, mais tout simplement les caches d'armes dans la perspective de débarquement. Et Charles Samaran le sait pertinemment, et il sait ce qu'il risque s'il est découvert. À la fin de la guerre, Charles Samaran, comme tous les hauts fonctionnaires de Vichy, sera démis, puis aussitôt rétabli, en raison de sa contribution éminente à la résistance. Et quand, après la guerre, certains lui ont reproché « Pourquoi as-tu participé, pourquoi as-tu accepté ce poste de directeur des archives à partir de 1942 ?» Il a dit « Oui, j'ai hésité, mais si je ne l'avais pas fait, on aurait nommé un vrai collabo et qui se serait mis au service de l'Allemagne et qui aurait sans doute livré toutes les archives aux Allemands. » Et donc, il ne regrettait pas son geste qu'il avait fait. Je précise qu'en octobre 1944, Marcel Baudot, à juste titre, accueillera le général de Gaulle, chef de la France libre, à Évreux. Au cœur de la résistance, nous retrouvons André Chanson et sa femme, Lucie Mazouric. André Chanson n'est pas simplement un héros de mai 1940. Il s'est battu courageusement comme capitaine. Puis, il s'est occupé, avec sa femme, de protéger efficacement tous les trésors du Louvre, les transportant, les accompagnant dans le Midi. La Joconde s'est retrouvée à un moment donné au musée Ingres à Montauban, ma ville natale, puis à l'abbaye du Loc-Dieu en Aveyron, puis dans le château de Montal en Quercy. Et pendant 4 ans, ils ont tout fait tous les deux pour faire en sorte que les trésors du Louvre et ceux des Rothschild aussi puissent échapper à la convoitise de Göring et des nazis. Et ils y sont parvenus. À la fin de la guerre, il avait déjà fait son rôle. Eh bien, il s'engage aussitôt, une fois que les trésors du Louvre vont retrouver leur lieu d'accueil, le Louvre, il s'engage aussitôt, dès la fin de l'été 1944, aux côtés de Malraux, dans la brigade Alsace-Lorraine. Et Malraux lui prédit ceci, ils sont sous l'autorité du général de Lattre Tassigny, Malraux lui prédit « Sois un des premiers sur les bords du Rhin et la France t'embrassera sur la bouche ». Je ne sais pas si la France l'a embrassé sur la bouche, mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de la guerre, eh bien, André Chanson était au cœur du Tyrol. Il s'est battu jusqu'au cœur de l'Empire nazi. Et l'épopée de la brigade Alsace-Lorraine s'achève triomphalement pour lui lors du défilé des troupes victorieuses à Paris le 14 juillet 1945 à la place d'honneur. Sa voiture est juste celle derrière la voiture du général de Lattre Tassigny. Et ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que le général de Lattre Tassigny, catholique vendéen, eh bien, s'est parfaitement entendu pendant toute cette période avec le parpaillot André Chanson, qui était lui, qui se revendiquait comme descendant direct de ses ancêtres camisards. Alors, en conclusion, parce que j'ai déjà trop parlé, que je voudrais vous laisser la parole, que dire de cet antagonisme, au moins partiel, temporaire, entre chartistes et universitaires? Eh bien, on le retrouve, je dirais, dans une famille. Dans la famille de Gaulle, je demande le grand-père, Julien Philippe de Gaulle. Ce n'est pas un chartiste officiel, il était simplement, comme Dufresne de Beaucourt, auditeur libre à l'école des Chartes. Et il a publié, sous la monarchie de Juillet, une histoire de Paris qui est une histoire ouvertement catholique, providentielle et cléricale, qui est l'antithèse absolue de l'histoire de Paris de Dulor, un Girondin qui, lui, était anticlérical et démocratique. Et je ne veux pas vous lire des textes de Julien Philippe de Gaulle, je n'ai pas sous la main, mais il me semble que, à l'opposé de ce grand-père, Julien Philippe de Gaulle, le petit-fils, Charles de Gaulle, eh bien, dans sa vision de la guerre, et notamment la description qu'il fait extraordinaire à la fin de l'Unité, ses souvenirs de guerre, lorsqu'il évoque la descente des Champs-Élysées, le 26 août 1944, eh bien, je vous laisse deviner à quel titre, à quel domaine il appartient. Je le cite, « C'est la mer. Une foule immense est massée de part et d'autre de la chaussée. Peut-être 2 millions d'âmes. Les toits sont noirs de monde. À toutes les fenêtres s'entassent des groupes compacts, pêle-mêle avec des drapeaux. Des grappes humaines sont accrochées à des échelles, des mâts, des réverbères, si loin que porte ma vue, ce n'est qu'une houle vivante dans le soleil sous le tricolore. Il se passe en ce moment un de ces miracles de la conscience nationale, un de ces gestes de la France qui parfois au long des siècles viennent illuminer notre histoire. À chaque pas,
À chaque pas que je fais sur l'axe le plus illustre du monde, il me semble que les gloires du passé s'associent à celles d'aujourd'hui. Sous l'arc, en notre honneur, la flamme s'élève allègrement. Cette avenue que l'armée triomphante suivie il y a 25 ans s'ouvre radieuse devant nous. Sur son piédestal, Clémenceau, que je salue en passant, a l'air de s'élancer pour venir à nos côtés. Les marronniers des Champs-Élysées dont rêvaient les Glons, prisonniers et qui virent pendant tant de lustres se déployer les grâces et les prestiges français, s'offrent en estrade joyeuse à des milliers de spectateurs. Les Tuileries qui encadrèrent la majesté de l'État sous 2 empereurs et sous 2 royautés, la Concorde et le Carrousel qui assistèrent au déchaînement et de l'enthousiasme révolutionnaire, et aux revues des régiments vainqueurs, les rues et les ponts au nom de batailles gagnées sur l'autre rive de la Seine, les invalides d'hommes étincelants encore de la splendeur du roi Soleil, tombeau de Turenne, de Napoléon, de Foch. L'Institut qu'honorèrent tant d'illustres esprits sont les témoins bienveillants du fleuve humain qui coule près d'eux. Voici qu'à leur tour, le Louvre, la continuité des rois, réussit à bâtir la France. Sur leur socle, les statues de Jeanne d'Arc et de Henri IV, le palais de Saint-Louis dont justement c'était hier la fête. Notre-Dame, prière de Paris et la cité son berceau. Participe à l'événement. L'histoire ramassée dans ses pierres et dans ses places, on dirait qu'elle nous sourit. Et je pense tout simplement que dans ce texte grandiose, superbe, eh bien, Charles de Gaulle est tout à fait, à mon sens en tout cas, dans la continuité de ce roman national bâti par Michelet dans l'histoire de France et nos fils. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, cher Christian Amalvi, pour ce parcours, on va dire, des chartistes face au roman national, avec ces belles figures que vous avez évoquées de Jules Quicherat, de Charles Samaran, de Régine Pernoud ou d'André Chanson. Alors, la parole maintenant est à l'assistance, hein, que ce soit ici en salle ou en ligne. En ligne, utilisez les questions et réponses, ce qui me permettra de les prononcer et de permettre à Christian Amalvi d'y répondre. Alors, tout d'abord, il y a une question en salle. Je suis un peu triste que dans un exposé sur les chartistes et l'histoire nationale, le nom même du service des archives de France, que j'ai eu l'honneur de diriger pendant presque 20 ans, la délégation célébration nationale, n'ait même pas été prononcée. A été vrai que ceci se passait pendant l'autre siècle, comme disait mon grand-père en parlant du 19e. C'est donc probablement obsolète et appliqué. Mais c'était les questions que vous avez évoquées étaient extrêmement vivantes dans beaucoup de célébrations. Et je voudrais vous raconter une anecdote, simplement pour l'amusement. Un beau jour de 1993, c'était une époque de cohabitation, et Jacques Toubon était ministre de la Culture. Jean Papier le téléphone en disant: le ministre veut pour la semaine prochaine une liste des 50 événements les plus importants de l'histoire de France. Ça c'est d'abord nous nous voyons la nuit. Et quand nous nous rencontrons, nous avions chacun préparé une liste. Et il y avait 48 événements communs. Ce qui nous semble que nous étions très mal formés. Ni l'idée le même enseignement. Alors, chère madame, je vous réponds, vous avez raison, mais je n'ai pas tort. Je m'explique. Non, mais oui, effectivement, ça c'est mea culpa, maxima culpa. Non, je m'explique. Si vous voulez, j'ai voulu m'arrêter volontairement au terme, pour le roman national, j'ai dit le départ, mais on peut en discuter bien sûr. Et en plus, nous fêtons cette année le bicentenaire de la mort de Napoléon, donc j'ai parlé bien sûr du retour des cendres, même si c'est pas le bicentenaire, mais c'est le retour des cendres de Napoléon en décembre 1840. Bon. Et je voulais trouver quelque chose, un équivalent, un événement qui soit à peu près de même portée pour l'époque contemporaine. Donc le 26 août 1944 me semblait opportun. Et il va de soi que, et je voulais le dire et j'ai oublié, mais que chacun peut évidemment reconstituer à sa guise le terme qu'il conviendrait pour dire quel sera le dernier élément du roman national aujourd'hui. Alors, si j'avais effectivement eu plus de temps, j'aurais terminé en parlant par le service des commémorations, avec d'autant plus de plaisir que j'ai moi-même participé pendant 10 ans à ce service. Donc, c'est vous dire que j'y tiens et que j'ai voulu, quand il a été attaqué, vous le savez, en 2018, bon, il a été supprimé carrément, vous le savez, on a essayé quelques-uns de défendre. Bon, donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, effectivement, il faudrait en parler, et si je devais reprendre ce texte, j'en parlerai naturellement, il va de soi. Mais si vous voulez, je voulais terminer quand même sur... Non, mais vous avez raison, non, mais...
Vous avez tout à fait raison de parler. Je suis d'autant plus attaché à ce service que j'y ai participé et qu'il a été injustement, à mon avis, traité en 2018. Voilà. Donc nous sommes tout à fait d'accord, là aussi, comme sur les dates. Et si jamais je devais reprendre ce texte, si on me demandait de reprendre le texte à communication, je ferai allusion, bien sûr, à ce service. Et voir à quel point le politique s'y intéressait. Oui, bien sûr, oui, vous avez raison. Il intervenait. Bien sûr. Non, mais vous avez, Une situation évidente qu'on verrait des majorités. on est tout à fait d'accord. On est parfaitement d'accord là-dessus. Alors je précise à ceux qui sont à distance que la question portait sur la place de la délégation à la célébration, aux célébrations nationales du ministère de la Culture dans cette discussion, on va dire, dans cette histoire entre le roman national et les chartistes. J'ai même fait la préface du recueil, je crois que c'est en 2017, on m'a demandé de faire la préface de ce recueil, ce que j'ai fait avec plaisir. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, il n'y en a pas en salle. Ah. Donc, je vous lis le message, la question d'Olivier Poncet, qui est en ligne. Est-il possible que le ralliement de la République auquel le pape Léon XIII a appelé les partisans du régime monarchique en 1892 ait mis fin aux travaux les plus radicalement opposés à la France républicaine des érudits chartistes? Ce pape, par ailleurs réputé pour sa confiance dans l'apport de la science historique, ouverture des archives du Vatican, a-t-il pu avoir auprès du groupe des chartistes catholiques conservateurs une audience plus grande que dans d'autres milieux? Alors, effectivement, on peut s'interroger, mais je ne crois pas, parce que on voit bien au moment de l'affaire Dreyfus, qui se passe bien après le ralliement, que ça ne change rien. Vous avez vu, et je vous renvoie aux travaux de Bertrand Joly, les chartistes vont se déchirer, que les nationalistes, ceux de la revue des questions historiques, ou même des républicains, puisqu'il y a aussi des républicains parmi les nationalistes, vont se déchaîner contre les Dreyfusards. Je crois que ça n'a pas eu grand effet. Non, je crois que la modification, le changement, c'est après la Seconde Guerre mondiale, justement. Le fait que beaucoup de chartistes aient participé, et des catholiques notamment, aient participé à la résistance, a changé beaucoup de choses. Bon, je pense que le grand changement, la grande métamorphose, elle se passe après la Seconde Guerre mondiale. Pensez simplement que sur le plan sociologique, quand André Chanson et sa jeune femme sont à l'école des Chartes, le directeur de l'époque, j'ai oublié son nom, sachant qu'ils sont quand même d'origine très modeste, dit à André Chanson, monsieur, quand on n'a pas de revenus, quand on n'a pas de ressources, quand on n'a pas de fortune, je crois, il dit même, on ne fait pas des études supérieures. Enfin, donc il y a quand même sur le plan sociologique des réalités qui sont longues à dépasser. Donc non, je crois malheureusement qu'il n'y a pas eu de grand changement. Le grand changement, je pense qu'il s'est plutôt passé après la guerre, quand les catholiques eux-mêmes sont engagés en masse dans la résistance. Et là, en effet, avec Mauriac notamment et avec d'autres, alors là, ça a changé la donne, oui. Là, en effet, on peut dire que le grand ralliement à la République va se passer et aura des effets sans doute sur les chartistes, oui. Là, oui, dans la masse chartiste. Oui. Je vois ça plutôt avec un décalage dans le temps, me semble-t-il. D'autres questions? Lorsque j'étais élève à l'école, on racontait, mais peut-être n'est-ce pas vrai, que le presse-salaire n'est arrivé qu'après qu'on a. On disait que ça avait été proposé à Clovis Brunel comme directeur et qu'il avait répondu que même l'école n'avait pas besoin d'argent réduit. C'est peut-être un rapport d'art. Non, parce que je crois que c'est lui, Clovis Brunel, qui avait dit à André Chanson, voilà, ça me revient maintenant, c'est lui, Clovis Brunel, qui a dit, monsieur, quand on n'a pas de fortune, on ne fait pas d'études supérieures. Ça, c'est quand même un peu gros. Et ça, c'est vrai, je veux dire, c'est pas un mythe, hein, c'est Chanson qui le rappelle lui-même dans ses souvenirs. C'est quand même quelque chose qu'on lui a dit. Lui et sa femme étaient quand même d'origine très modeste. Je pense que c'est vraisemblable. La part de Brunel. On le racontait quand j'étais à l'école, je ne sais pas si c'est vrai. André Chanson le disait, et je crois qu'il ne racontait pas trop de blagues. Enfin, il n'était pas homme à raconter des blagues. Enfin, en tout cas. Voilà. Alors donc la question portait sur la question du pré-salaire et son attribution, et donc le refus par Clovis Brunel donc de cette attribution du pré-salaire qui n'est arrivé qu'en 1963, Ça me paraît assez à l'époque vraisemblable. de M. Marot. Moi, je suis sorti en 61.
Voilà, c'est Pierre Marot qui l'a installé en 1963. Alors, il y a une demande de prise de parole de Marie-Claude Delmas. Je ne sais pas si... ou de Bruno Delmas, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas s'il peut vous mettre le son ou si c'est pour poser une question. Alors, sinon, en attendant, il y a une question sur le rôle de Robert Fossier, professeur. Oui. La question est, est-ce qu'il serait possible de parler davantage sur le rôle de Robert Fossier, professeur? Écoutez, j'ai le souvenir d'un professeur remarquable qui ne faisait pas de rhétorique, qui posait des questions qui étaient vraiment apportées du neuf. Il était vraiment, quand il travaillait les textes, il introduisait comme Robert-Henri Bautier, du reste d'une autre manière, l'école des annales, les questions d'histoire sociale de l'école des annales dans le corpus chartiste. C'est-à-dire que là, ce qui l'intéressait, c'était pas tellement l'érudition, même si c'était un érudit parfait de ce point de vue-là, mais il nous montrait, je me souviens, un texte à l'appui, quels étaient les problèmes que posait l'histoire médiévale. Je me souviens d'un exposé que j'avais fait, c'est sur le concile de Latran à l'époque d'Innocent III. Et bon, j'avais repris un petit peu les textes, et il m'avait dit, mais bon, tout ce qui est au début, là, sur la liberté, etc., de l'Église, etc., mais tout ça, c'est de la rhétorique. Bon, ça, il faut le traiter comme de la rhétorique pure de la part de l'Église, et il faut aller voir ce qu'il y a derrière. Bon, bon, on voyait tout de suite quelqu'un qui était habitué à voir derrière disons, le baroque du texte, du style de l'époque, les vrais problèmes qui n'étaient pas forcément explicites, mais qui étaient dissimulés, qu'il fallait chercher. Bon. C'était je dirais, c'est un éveilleur de conscience. Il allait droit au but. Et il nous bousculait, mais il nous bousculait de manière très positive. Moi, j'en ai un souvenir ému. C'était vraiment quelqu'un de remarquable. Ben, l'histoire sociale, autant que je me souvienne, il devait faire les... Il était professeur, oui, mais c'était un peu plus tard. Il faisait, comme il me semble, une histoire sociale. Moi, je l'ai eu comme professeur d'histoire sociale, et c'était vraiment du neuf. C'était vraiment l'introduction des problématiques de l'école des annales dans l'école des chartes. Robert-Henri Bautier le faisait aussi, mais d'une autre manière, plus classique. Robert-Henri Bautier qui était aussi quelqu'un d'exceptionnel. Tout point de vue. Alors j'ai toujours cette... je ne sais pas si Marie-Claude ou Bruno, est-ce que vous voulez parler ou est-ce que vous pouvez écrire dans les questions-réponses? Je ne vois rien arriver pour l'instant. Alors, en attendant, je vais vous poser moi-même une question. Comment voyez-vous la place des chartistes aujourd'hui dans ce qu'on n'avait plus le roman national, mais le récit national, le devoir de mémoire et leur rapport à ce récit national et ce devoir de mémoire? Je pense qu'ils ont un rôle capital à jouer pour tout ce qui touche au patrimoine écrit et au patrimoine historiographique aussi. Donc, je crois que l'école des chartes a toute sa place à jouer. Je le vois pour simplement ce que j'enseigne, l'histoire du livre. Bon, puisque j'ai la chance de faire un cours d'histoire culturelle à Montpellier, et je le fais en me souvenant de l'enseignement de notre maître à tous, Henri-Jean Martin, qui était un génie de ce point de vue-là, qui m'avait appris l'histoire, qui avait inventé, on peut dire, l'histoire du livre, et que je reprends, et qui apporte énormément à nos étudiants, qui ne connaissent absolument pas. Beaucoup d'étudiants, je fais un cours qui était un cours transversal, c'est-à-dire qui n'est pas suivi uniquement par des étudiants d'histoire, mais de toute la fac, c'est-à-dire des psychologues, des spécialistes de cinéma, des linguistes, etc., et qui sont de plus en plus nombreux. Au départ, on avait une cinquantaine d'étudiants, j'en suis à plus de 260 cette année. Et vous imaginez que c'était assez frustrant, puisqu'on a tout fait évidemment en distanciel, c'est-à-dire que je ne les voyais pas, ils ne me voyaient pas, simplement ils m'entendaient, et moi j'écoutais leurs questions, ce qui est assez frustrant quand même. Mais le secrétariat d'histoire était obligé de mettre le là en disant, bon là, comme c'est en distanciel, on pouvait avoir le nombre infini, mais l'année précédente, et je pense l'année prochaine, on me dira, mais il ne faut pas dépasser de temps pour des raisons de sécurité, on ne peut pas mettre tant d'étudiants dans un amphi, etc., il ne faut pas dépasser. Et ça passionne de faire l'histoire des maisons d'édition, de faire l'histoire du livre, à la manière de Henri-Jean Martin, alors bien sûr réactualisé par le contexte aujourd'hui. Ça passionne les étudiants, donc les chartistes ont un rôle à jouer dans tout ce qui touche au patrimoine littéraire, au patrimoine de l'écrit, bon, bien entendu au patrimoine de l'ordinateur, de tout ce qui est virtuel. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais enfin, aujourd'hui, on enseigne ça très bien à l'école des chartes. Je crois qu'en matière de communication, en matière d'échange, d'un point de vue patrimonial, l'école des chartes et de mémoire, l'école des chartes a un rôle très important à jouer. Je pense que de ce point de vue-là, elle
elle est vraiment bien placée et que je me réjouis de voir que le livre que j'ai fait, je l'ai fait avec des chartistes, notamment, pas simplement, mais avec des chartistes. Quand même. Laurent Avezou, par exemple, est un remarquable connaisseur de toute l'histoire depuis l'époque antique jusqu'à nos jours. Bon, Elisabeth Laloux était professeure d'histoire médiévale, et elle ne s'intéresse pas uniquement à la période médiévale. Bon. Donc oui, je crois que l'école des Chartes a un grand rôle à jouer au point de vue à la fois de la conservation et à la fois au point de vue de l'enseignement, de la transmission du savoir et de la transmission de la mémoire. Et je dirais aussi, puisque vous parlez de la mémoire du roman national, je pense que les expositions qui sont présentées aux Archives nationales depuis quelques années entrent tout à fait dans cette direction de montrer, de tordre le cou aux idées reçues. Des expositions comme la collaboration, par exemple, l'exposition sur la police des Lumières, l'exposition actuelle sur les dessins des ingénieurs de Napoléon, ouvrent des perspectives tout à fait nouvelles sur le plan patrimonial et sur le plan historique et mémoriel. Donc je crois qu'on a des choses à dire, oui. Je suis convaincu. Alors, 3 questions qui sont arrivées entre-temps. Donc, la première, sur le... ayant parlé de plusieurs invités du séminaire de Jean Glénisson, lui-même chartiste, dont nous avons fait partie, c'est Martha Kahn qui parle. Martha Kahn est au Texas, voilà. Voudriez-vous évoquer ces années assez extraordinaires? Oui, c'est des années, effectivement, dont je suis un peu nostalgique. Ça se passait donc au 40 avenue d'Iéna, où se trouvait l'IRHT, l'Institut de recherche et d'histoire des textes, fondé par Félix Gras juste avant la Seconde Guerre mondiale, et qui a été ensuite repris par Jeanne Vieillard, qui a été quand même, il faut le souligner, dès la Seconde Guerre mondiale, la première femme à diriger un institut de recherche, je crois, si je ne me trompe pas, et qui a joué ce rôle de manière absolument remarquable. Et Jean Glénisson, donc, qui était... Alors, je ne sais pas trop quel était son statut à l'école. Je ne crois pas qu'il était professeur. Enfin, il faisait des cours d'historiographie à l'école. C'est là où j'ai été en quelque sorte séduit par ses cours et où où j'ai travaillé sous sa direction. Et il tenait toutes les semaines un séminaire, c'était le lundi soir, je crois, donc avenue d'Iéna. Et ce séminaire était passionnant parce qu'il nous présentait à la fois des livres nouveaux qui avaient paru, c'était le début de l'histoire de l'historiographie. Donc les premiers cours que j'ai suivis, ça doit remonter à 1975. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Pierre Nora était sans doute un des premiers à s'intéresser à l'histoire de l'historiographie. C'est là que j'ai fait la connaissance d'Alice Gérard, qui avait publié quelques années auparavant un petit livre merveilleux qu'elle va rééditer. J'espère que je la pousse en tout cas. Je lui ai dit, Alice, il faut que tu le finisses, il faut que tu en finisses avec, il faut que tu réédites ce livre. C'était sur l'historiographie de la Révolution française, un petit livre publié chez Flammarion dans la collection de Marc Ferraud à l'époque, et qui faisait le point sur toutes les interprétations de la Révolution et qui s'arrête malheureusement en 70 à l'époque. Et je lui ai dit, il faut absolument qu'il y ait de nouveaux chapitres, notamment sur le bicentenaire de la Révolution. Bon. Et j'espère qu'elle va pouvoir le faire. Donc, c'est là que j'ai fait la connaissance d'Alice Gérard, qui était à l'époque maître de conf à la Sorbonne. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de celui qui va devenir mon maître, Charles-Olivier Carbonel, qui est venu présenter sa thèse en 1976, Histoire et historien, de 1865-1885, thèse de doctorat d'État qu'il avait publiée donc, chez Privat à Toulouse, qu'il avait soutenu à Toulouse, et que j'ai cité dans cette conférence, que j'ai récupéré dans cette conférence. Il y avait d'autres chartistes, notamment il y avait Jean et Nicole Le Potier, qui sont des amis et qui s'ils m'écoutent, je les salue évidemment. Jean Le Potier a été jusqu'à l'année dernière directeur des archives départementales du Tarn, son département d'origine. Et c'est là qu'on a tous été formés, donc Nicole Le Potier, Jean Le Potier, moi-même, et des étrangers qui sont venus, Martha Kahn, effectivement, que je salue aussi, qui était une Argentine maîtrisant parfaitement le français, et qui rêvait à l'époque de faire une thèse sur Marc Bloch, le temps chez Marc Bloch, et qui finalement a fait ensuite, un peu sous ma direction, beaucoup plus tard, quand elle a été plus libre, une grande thèse sur les échanges culturels, les échanges notamment, les échanges entre les États-Unis et la France sur le plan intellectuel, notamment historique. Donc ce séminaire a été quand même un grand moment où Jean Glénisson a formé finalement beaucoup de chartistes et de non-chartistes à l'histoire de l'historiographie, et je lui suis très reconnaissant. Il est décédé en 2010. Et je lui suis infiniment reconnaissant de m'avoir en quelque sorte dans ce séminaire et dans ces cours à l'école des Chartes, d'avoir formé des amis, les Le Potier, Martha Kahn, et m'a fait rencontrer Alice Gérard, Charles-Olivier Carbonel, bien sûr, et bien d'autres. Et voilà, c'est un peu J'ai rencontré aussi, il avait fait venir Régine Pernoud. C'est là que j'ai rencontré Régine Pernoud. Elle était venue parler à son séminaire. C'est la seule fois où je l'ai rencontrée.
J'ai rencontré aussi Philippe Ariès, la seule fois où je l'ai entendu, Philippe Ariès, qui était un personnage extraordinaire, et est venu donc parler à ce séminaire. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Et bien d'autres encore dont j'oublie les noms qui sont peut-être moins importants. Mais oui, ce séminaire était un grand moment. À Paris, c'était même un des rares à l'époque. Alors aujourd'hui, ça s'est multiplié à l'école et aux études, mais à l'époque, c'était le seul endroit vraiment où on faisait de l'histoire, de l'historiographie. Et où les chartistes ont joué un rôle très important. Alors, autre question de Dan Land. Que pensez-vous des critiques sévères faites ces dernières années au roman national ? Bah, écoutez, moi je serais moins sévère. Moi je crois que le roman national, je rappelle quand même que... alors je n'ai pas parlé, Olivier Poncer a voulu que je parle du récit national, mais je ne peux pas parler... Le récit national, c'est la transposition didactique et pédagogique du roman national. C'est la vis qui transpose pour la société française Michelet. Ben, moi, je crois que ce roman national a quand même joué un grand rôle. Si vous avez suivi l'émission de François Bunel mercredi dernier, c'est pas vieux, où un jeune homme de quasiment 100 ans, Edgar Morin, est venu raconter sa vie. Et j'avoue que j'étais sidéré de le voir en cette forme intellectuelle. Bon. Et il racontait ce qu'il avait dit dans Autocritique, c'est son livre de souvenirs, que ce qu'il avait fait, lui qui était un juif venu d'Espagne, passé, je crois, venu de Grèce par ses parents, enfin, qui avait de multiples identités, ce qui a fait de lui un Français, c'était ce roman national qu'il avait appris chez Lavis, à l'école. Puis le Malais-Isaac dans l'enseignement secondaire, donc il a formé ce que Cavana lui-même, fils de Rital, disait lui-même dans les Rital et dans tous ses écrits, que ce roman national avait formé. Alors ce roman national, il a mauvaise presse aujourd'hui parce qu'effectivement, il est revendiqué par des revues d'extrême droite, Valeurs Actuelles, etc., et qu'on l'attribue, ce roman national, on lui donne une dimension d'extrême droite. Mais je crois que tout de même, il y a des gens de gauche qui le reprennent aussi. Jean-Pierre Chevènement n'est pas un homme d'extrême droite que je sache. Bon. Natacha Polony aussi, ce sont des souverainistes plutôt de gauche. Et je crois que ce roman national, il a aussi son mot à dire et que, ma foi, dans un monde où on a perdu tous nos repères, il me semble quand même bien utile encore pour former. D'autant que nos étudiants, je le constate tous les jours, pour eux, De Gaulle, c'est quasiment la préhistoire. Donc, dans une histoire où tous les repères chronologiques sont perdus, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas inutile d'avoir ce roman national pour former quand même les consciences, étant bien entendu que, nos ancêtres les Gaulois, on sait que c'est une imposture, c'est une construction, bien entendu. Mais ceci dit, face en tout cas à un politiquement correct qui voudrait ramener tous les gens, tous les hommes et les femmes à la couleur de leur peau, à leur statut social, à leur identité, je dis non. Le roman national, c'est aussi une manière de rassemblement de toutes les hommes et de toutes les femmes, quel que soit leur statut. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est pas si mal que ça. Donc, je ne suis pas d'accord quand on renverse les statuts de Colbert. Je trouve que c'est stupide, je ne le cache pas. Oui, mais je le sais, je suis bien d'accord avec vous. C'est très angoissant, je partage votre angoisse et je trouve ça totalement ridicule parce que c'est d'une complexité. Colbert, Jacqueline Alouette faisait remarquer dans son livre que, d'une part, Colbert n'est pas l'auteur du Code noir, mais que ce Code noir, finalement, il essaie d'introduire timidement un peu de droit dans un domaine où, en disant aux colons, les Noirs ne sont pas des marchandises, ne sont pas une marchandise dont vous pouvez faire ce que vous voulez, sont des êtres humains qui sont baptisés et donc, comme toute créature de Dieu, méritent un certain respect. Bon, bien entendu, ça n'a pas été respecté. Mais je crois que Colbert ne mérite pas, en tout cas, d'être traité de manière infâme. Et oui, mais on est parfaitement d'accord. On est parfaitement d'accord. Ah oui, ça, je sais, je suis d'accord avec vous, mais on peut très bien commémorer Napoléon et être aussi rappelé qu'il a effectivement rétabli l'esclavage. J'ai vu l'exposition de la Villette, eh bien, il y a un chapitre, il y a toute une séquence où on parle du rétablissement de l'esclavage, et il n'empêche que l'exposition est remarquable parce que justement, elle fait connaître, elle ne célèbre pas Napoléon, mais elle rappelle simplement qu'il a quand même joué un rôle pendant 15 ans qui est déterminant, qu'on le veuille ou non. Bien sûr que tout n'est pas parfait et que les guerres, le meurtre, le sang doit être condamné, mais je trouve que refuser de célébrer Austerlitz comme que l'avait fait Chirac en 2005 et célébrer Trafalgar,
me paraît un peu ridicule quand même. Bon, je crois que Pierre Nora a dit des choses assez justes que je reprends volontiers à mon compte. Oui, donc le roman national, je crois que c'est encore quelque chose qui, revu et corrigé, réactualisé bien sûr. Les femmes y jouent un rôle capital, doivent être mises, on doit bien entendu rappeler le rôle capital des femmes tout au long de l'histoire de France. C'était un peu oublié, mais on peut très bien faire un roman national qui, me semble-t-il, soit équitable et qui ne soit pas totalement ridicule. Donc oui, moi je dis oui à un roman national réactualisé en fonction des recherches aujourd'hui, féminisé, ou l'histoire régionale. Je suis occitan, je ne suis pas un autonomiste ni un nationaliste, mais je trouve regrettable que la République ait encore peur des langues régionales. Bon, l'occitan ne fait pas peur à la République, c'est ridicule. Le breton, pas plus le breton que d'autres langues. Donc oui, le roman national a encore quelque chose à dire, ne serait-ce que pour précisément lancer des débats et dire ce qui ne va pas dans ce roman national. C'est pas établir le roman national, c'est pas faire un éloge du roman national, c'est faire un débat critique. Ce que les chartistes nous ont appris à faire, ce que nos maîtres de l'école des chartes nous ont appris à faire et à en mettre en musique, tout simplement. Que ce soit Robert-Henri Bautier, que ce soit Henri-Jean Martin. Alors, les remarques de la salle, pour ceux qui étaient à distance, se portaient sur les menaces qui étaient actuellement proférées sur les statues de Colbert et plus particulièrement sur son mausolée à Saint-Eustache et sur la réduction, on va dire, du bicentenaire de Napoléon au rétablissement de l'esclavage. Une dernière question d'Olivier Poncet à propos des manuels scolaires. Y a-t-il jamais eu un chartiste qui ait participé à l'écriture de l'un d'entre eux? Et sinon, comment l'expliquer? Alors là, j'avoue que oui, Olivier Poncet m'en avait parlé, il avait raison. J'ai cherché, il y a en effet des... Alors, je sais qu'il y a des manuels, je ne crois pas, en tout cas pas pour la période que j'ai étudiée. Ce qui est vrai, c'est que dans des collections de vulgarisation, il y a des chartistes qui ont participé à des ouvrages de très haut niveau d'ailleurs, de vulgarisation, mais ça s'adressait plutôt à une élite quand même, ça ne s'adressait pas tellement aux enfants, même pas aux adolescents. Donc je n'en ai pas parlé parce que je crois que là, les chartistes n'ont pas vraiment... c'était pas leur domaine en effet, puisque c'est l'érudition. Ils ont fait des livres de vulgarisation de grande qualité. C'est le cas de Régine Pernoud avec les 3 livres que j'ai cités. Il y en a probablement d'autres. Bon, mais j'avoue que pour les manuels scolaires, là, je n'en vois pas. Honnêtement, je pense que c'est plutôt le domaine des normaliens. La vie, c'était normalien. Ollard était normalien. Et on fait des manuels importants. Je ne crois pas que des chartistes aient fait... Enfin, il faudrait que je vérifie, mais j'avoue que je n'ai pas eu le temps de le faire. Et honnêtement, je ne crois pas. Mais je peux me tromper. Il y a peut-être des exceptions, c'est possible. Des livres de vulgarisation, oui, sans aucun doute. D'autres questions? Je n'en vois ni à distance ni dans la salle. Alors, je vous remercie pour votre conférence et pour avoir répondu si brillamment et avec autant de vigueur aux questions qui ont été posées par la salle. Avant de clôturer la séance, j'aurais envie de vous demander qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à nos jeunes étudiants qui sont là aujourd'hui, à cette relève qui est là devant vous. Je crois qu'ils ont la chance de participer à une institution qui s'est totalement renouvelée, qui est bien intégrée, puisque je crois que l'école des chartes fait partie d'un ensemble, on m'a dit PSL avec l'école normale, avec même l'observatoire, avec les études scientifiques. Je crois que l'école normale, 2 siècles après sa naissance, est une institution de haut niveau qui s'est bien adaptée, qui a pris la mesure des transformations et qui, à mon avis, a tout son poids, a toute sa place dans le champ intellectuel, pour parler comme Bourdieu, dans le champ intellectuel, dans le champ des sciences humaines et sociales. Je crois que vous avez un rôle à jouer, bien sûr dans les archives départementales, bien sûr dans les bibliothèques, dans les musées et aussi à l'université. On n'est pas très nombreux à l'université, mais il y a quand même des chartistes qui jouent un rôle à l'université. Et je pense que vous avez tout à fait votre rôle à jouer. Je crois que c'est très bien Je crois que l'école a bien pris le tournant, me semble-t-il, et je crois que mon collègue est mieux placé que moi pour en parler. Mais il me semble que l'école des chartes aujourd'hui a pris le tournant du XXIe siècle et qu'elle a toute sa place dans l'enseignement supérieur français, sans aucun problème. Et le fait qu'elle soit dirigée par Mme Boubenicek, qui est une chercheuse de très grand talent en histoire médiévale, montre que l'école des chartes n'a pas à rougir de ce qu'elle est, de ces 2 siècles d'existence. Ce n'est pas un vieux crouton, loin de là. Au contraire, c'est une institution qui est orientée vers l'avenir. Et moi, je crois que c'est très bien comme ça. C'est très bien. Merci, cher Christian Amalvi. Avant de refermer la salle, je tiens à annoncer donc la parution
d'enquête de sources, dictionnaire critique. Alors je ne sais pas si on peut bien le montrer à l'écran, voilà, qui vient de sortir en prévision du colloque donc qui va avoir lieu jeudi et vendredi sur l'école des chartes insolites et qui a été réalisé sous la direction de Frédéric Duval. Voilà, mais il me reste à vous souhaiter à tous une excellente soirée, une excellente fin d'année scolaire et j'espère universitaire. Et j'espère des vacances d'été riches avant de vous retrouver pour une nouvelle conférence à la rentrée. Merci beaucoup à tous et bonne soirée.